tu sais que les relations toxiques que tu as vécues, même si elles n'ont pas toutes la même intensité, elles laissent des séquelles, d'accord? Tu as sans doute été beaucoup dévalorisé, que ce soit en privé ou en public. Tu as été dans une relation de contrôle très envahissante. Il y avait un profond déséquilibre dans la relation. Hein. Ça, c'est 95% du temps dans les relations toxiques. Donc aujourd'hui, tu es super stressé par les événements post-rupture. Parce que le manque de respect a laissé des traces tout simplement, mais en plus de ça, tu vas devoir gérer la coparentalité, tu vas devoir te reconstruire toi également, c'est très challengeant là, ce qui t'attend. Parce que ta confiance et ton estime de toi ont baissé, tu ne sais plus vraiment qui tu es, ton identité, elle a été tellement mise de côté que, au fond, tu ne sais même plus ce que tu veux, ou ce que tu veux plus, enfin, c'est flou, tu n'es pas vraiment au clair avec ça bien souvent, et c'est ce qui explique en fait que tu te sens si mal. Et là, faire un travail sur toi, ça va vraiment te permettre de te retrouver, de te reconstruire, et puis d'éviter de reproduire le schéma que tu as vécu. Peut-être que tu as vécu ça en boucle depuis très longtemps en plus. Bon, ça dépend des personnes, bien sûr, je sais, mais bon, voilà. Ça, au passage, c'est ce que je propose dans mon accompagnement force. On travaille ça durant 3 mois. Donc, si tu es prête, n'hésite pas à m'envoyer un petit MP et on en parle ensemble. Par contre, si tu es en dépression profonde, là, c'est une psychothérapie dont tu as vraiment besoin. Donc, je l'ai dit plein de fois, mais je le redis encore. Là, je ne pourrais pas t'accompagner. D'accord? Si tu ne sais pas vraiment où tourner, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. On peut parler, on peut faire un petit point ensemble là-dessus. Ok? Alors, pourquoi est-ce que, à mon sens, c'est aussi indispensable que ça de retravailler son identité? Eh bien, comme je te disais tout à l'heure, parce qu'elle a été complètement refoulée, bafouée dans la relation toxique que tu as vécue. Et ça te fait perdre le contrôle de ta vie. Parce que c'est l'autre qui prenait l'ascendant dans tes décisions. Donc, toi, tu as mis tes valeurs et tes besoins de côté pour essayer de faire marcher la relation coûte que coûte. Hein, avant de te rendre compte de l'inévitable, eh ben, que c'était peine perdue. Tu vois? Et à mon sens, la perte de l'identité, c'est vraiment la chose la plus difficile à gérer seule. C'est possible en fait. Hein. Je ne vais pas te dire que c'est impossible, c'est pas vrai, c'est possible. Maintenant, ça prend des années lorsqu'on fait ça tout seul dans son coin avec des livres et des tutos YouTube. Ça, c'est une certitude. La relation vécue, elle a eu une influence très, très nocive sur toi. Du coup, maintenant, peut-être que tu as du mal à prendre des décisions, tu dors mal, tu es super méfiante, tu n'as plus confiance en personne. Hein, tu es méfiante plus que de raison envers les autres. Parfois, tu te mets même à t'excuser pour tout et pour n'importe quoi. Et rester comme ça, en fait, c'est pas une vie. Au fond de toi, tu le sais. Parfois, on a honte d'avoir vécu tout ça, d'avoir accepté tant de choses. Parce que c'est une chose de s'avouer qu'on s'est fait piéger dans une relation toxique et de reconnaître que l'autre a explosé toutes nos limites sur tant de sujets, mais c'en est une autre de le dire au monde ouvertement. Tu vois, reconnaître qu'on a passé tant de temps à sangloter, à accepter des trucs inacceptables, et ben ça déboussole. J'y suis passée aussi. Ah bah je vois les messages sur le côté. Coucou Anaïs, merci. J'y suis passée aussi en 2016, donc je comprends parfaitement ce que tu vis. Je pense d'ailleurs que la théorie qu'on apprend dans les écoles à ce sujet, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas réellement pour comprendre, il faut l'avoir vécu dans ses tripes, tu vois. Parce que psychologiquement, c'est violent. Et même quand la relation elle se termine, t'oses pas te remettre en couple, ou quand t'oses, tu t'attends au pire dès le départ, tu te sens pas en sécurité, tu as peur d'être de nouveau amoureuse parce que tu as trop morflé jusque-là, et c'est normal. Et après un travail un peu profond quand même sur toi, tu seras mieux armé pour surmonter tout ça. Parce que oui, tu vas devoir réapprendre à être toi-même. Donc toi, t'en es là. Et là, tu comprendras mieux pourquoi la coparentalité elle peut être difficile à vivre, étant donné que la relation, elle est empoisonnée par des conflits, par des tensions, par des comportements inadéquats tout le temps. Tu connais ça si tu es dedans. Les exemples de comportements toxiques dans une coparentalité, ça peut y avoir des insultes, des menaces, des critiques incessantes, constantes, pour un oui, pour un non, des jeux de pouvoir, des disputes sur les décisions concernant les enfants, bien évidemment, des manipulations, ou encore des retards ou un refus pour tout ce qui concerne les droits de visite. Bon, bref, il y a plein de trucs. Et ça va être également essentiel pour toi d'essayer de maintenir une communication saine et respectueuse en évitant de critiquer ou de blâmer l'autre. Oh, comme c'est dur, je t'entends déjà, mais je le sais, ne t'inquiète pas. En tout cas, devant les enfants. Hein. Et toi, de ton côté, en respectant les horaires de garde et en essayant de communiquer avec l'autre pour prendre des décisions importantes en ce qui concerne les enfants. Parce que les parents doivent se rappeler que leurs comportements, ils ont un impact sur les enfants. Généralement, il y en a toujours un des deux du couple qui le sait. Et on tombe toujours sur un connard qui ne comprend rien. Non, il est vraiment important de maintenir un environnement sûr et stable pour le bien-être de tes enfants. Hein, là, c'est ce qu'on va développer un petit peu ensemble. Alors, bien sûr que c'est un choc, un divorce,
dans les enfants, bien sûr. Mais si tu étais dans une relation toxique, c'est vraiment le meilleur cadeau que tu puisses leur faire pour qu'ils n'évoluent pas eux-mêmes dans un schéma parental toxique et donc leur offrir un nouvel environnement sain avec toi. Ça, c'est vraiment super important. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Hein, j'insiste vraiment là-dessus. Parce que c'est aussi pour eux, c'est aussi pour tes enfants, en fait, que tu prends cette décision. Et oui, tu as les règles de vie qui vont changer, ex-toxique qui va bouder, hein, et peu importe, c'est plus à lui de choisir ta vie, tout ce qui te concerne en tout cas, tout seul de son côté, c'est fini ça. Et de toute façon, il y aura des règles imposées par un juge auxquelles tu pourras te raccrocher. Ok, donc là, je voulais te parler de garde des enfants. C'est un truc que je ne parle pas souvent et je pense que c'est un sujet hyper important. Être parent, c'est un boulot à plein temps, tu le sais. Ok, un enfant, il a besoin de cadre, il a besoin de règles pour grandir sereinement, tout en restant dans la bienveillance, hein, parce que le bien-être de l'enfant, est en jeu. Il a besoin d'une base de stabilité, comme j'ai dit. Et je voudrais commencer par parler de la garde alternée. Alors, la garde alternée, elle est très tentante. Hein. En ce qui concerne une séparation classique, suite à des divergences, une évolution différente de chacun, suite à une ou des infidélités, même bon, peu importe, je sais que c'est une super solution dans la majorité des cas, parce que l'ex est obligé de s'occuper de l'enfant, qu'il assume son rôle, et toi, tu as du temps libre. Donc, c'est cool. Ça, c'est intéressant parce qu'il est probable que tu aies mis ta vie de femme de côté jusqu'à maintenant, en ce qui concerne ton épanouissement, puis ton développement personnel aussi, j'ai envie de dire. Donc là, tu auras du temps libre pour te recentrer sur toi. Et si tu ne travaillais pas, par exemple, jusqu'à maintenant, ça peut être une chance inouïe pour te mettre à faire une formation qui te ferait évoluer ou trouver un boulot dans lequel tu t'épanouis et qui t'apporterait une certaine stabilité financière, par exemple. Donc, tu vois, tu peux avoir plus de temps et puis il y aura un réel lien enfant qui va se créer hein, avec des tâches, des rôles plus ou moins répartis, mais ça peut le faire, tu vois. Il y a quand même des contraintes, à savoir que vous devez habiter assez près l'un de l'autre, ton ex et toi, puisque les enfants doivent avoir une seule école. On ne peut pas les mettre dans 2 écoles différentes une semaine sur 2. Donc, ça veut dire aussi que chacun, vous devez avoir la place d'accueillir vos enfants. Et ça a l'air de rien, mais si tu as 3 enfants et que ton ex il a juste un petit studio, par exemple, ça ne passera pas, tu vois. Donc, c'est à savoir avant de faire une demande de garde alternée. Ça implique aussi un bouleversement des repères de tes enfants parce que c'est pas facile, quand même une semaine sur 2, d'avoir un mode de vie différent. Mais généralement, en tout cas, quand la relation parentale, elle n'est pas trop dégueulasse. Avec les enfants, ça se passe bien. Ils arrivent très bien à s'adapter. C'est un coup à prendre. Tu vois, en quelques semaines, normalement, c'est réglé, quoi. Ils comprennent comment ça se passe et puis ça va. Mais c'est quand même à réfléchir. Et vous êtes censé partager les frais pour à peu près tout, même si en pratique, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et là où il va y avoir un vrai problème avec un ex toxique, c'est que la garde alternée, elle demande des contacts réguliers avec l'autre parent. Et ouais. Et si tu as été en couple avec un père narcissique, autant te dire que tu vas t'en voir. Tu vois. Alors, autant, selon la situation que tu as vécue, je pourrais te dire pourquoi pas une garde alternée. Allez, même avec un manipulateur qui te manipulait sur certains trucs, bon, on peut arriver à prendre du recul. Bon, autant avec un père narcissique, je te le déconseillerais très, 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 très fortement, même si c'est tentant pour toi, parce que tu te dis, oh, je vais avoir une semaine sur 2, super. La relation avec le père narcissique, même quand elle est terminée, elle épuise littéralement, d'accord ? Donc, tu vas devoir t'attendre à un combat perpétuel si tu te lances là-dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Là, déjà, si tu as eu une relation avec un père narcissique, là, tout de suite, déjà, tu es exténué. Ça, je le comprends. Tu vois. Mais avec ce genre de profil, il n'y aura pas de compromis. Il gagne, tu perds. C'est une lutte sans fin. Et toi qui voulais du temps libre, tu vas le payer très, très cher. Donc, je ne suis pas sûre que la lutte qui t'attend avec une garde alternée, avec un ex-pervers narcissique, je ne suis pas sûre que ça en vaille la peine. Vraiment. Question organisation, ça va être un calvaire. D'accord ? Et pour la structure psychique de l'enfant, en fait, moins il passera de temps avec son parent pervers narcissique, mieux il se portera. OK ? Donc, quoi qu'il en soit, même si ça a été dur, toi, tu as bien fait de partir. J'aime bien le repréciser à chaque fois. Donc, ne remets jamais cette décision en question. Jamais. C'est vraiment la meilleure chose que tu pouvais faire, autant pour toi que pour tes enfants. Hein. Mais une garde alternée avec un PN pour un enfant, c'est une alternance de comportements contradictoires. C'est une vie instable. C'est une incapacité à se projeter dans un avenir un peu serein, tu vois. Et c'est très fragilisant. En plus, les enfants, ils ont tendance à reproduire un peu ce que font leurs parents. Donc, tu risques de t'en voir plus que tu ne le penses, en fait. Même si par moment, je sais que l'ex-PN, il va te promettre monts et merveilles, d'accord ? Oh, mais je vais changer. Non, non, sois pas dupe. Il ne changera jamais. Le pervers narcissique, il passe son temps à dénigrer l'autre parent. Donc, même quand tu n'es pas là, il va t'en mettre plein la tête tout le temps.
tu vois. Et là, il arrive souvent que les pervers narcissiques, ils insistent pour avoir cette garde alternée. Alors, pour 2 raisons. La première, tu t'en doutes, l'emprise, bien évidemment. Hein, l'emprise sur les enfants, puis l'emprise sur toi. Et c'est un piège dont tu vas vraiment avoir du mal à te sortir parce qu'à cause de ce que je te disais en termes de communication, vous allez devoir communiquer très régulièrement et compliqué. Donc, te laisse pas rouler. Hein. En plus, il est fort probable c'est pas lui qui gardera les enfants, que les enfants seront chez mamie ou chez tata la plupart du temps, parce qu'il aura du mal à s'en occuper. Donc, tu vas recevoir des messages pour un oui ou pour un non pour te faire mal à la tête. Les menaces et les insultes que tu as vécues dans la relation, ça va continuer parce qu'il va garder cette emprise, il va essayer, tu vois. Dès que les choses n'iront pas dans son sens, toi, tu vas ramasser. Il va jouer les pères martyrs pour un oui ou pour un non. Il est capable de monter un dossier contre toi avec des trucs inventés de toutes pièces pour te faire passer pour la mauvaise mère. Ça arrive, vraiment, tu vois. Et donc l'emprise, et il y a l'argent aussi, parce qu'il faudra te faire payer littéralement, au sens propre du terme, ta séparation. D'accord. Sois sûr qu'il te fera galérer, ne serait-ce qu'au niveau des pensions alimentaires, par exemple. Même un petit manipulateur simple entre parenthèses, tu as vu, j'ai mis des guillemets, il va te le faire payer, tu vois. Mais un pervers narcissique, il fera tout pour te rendre dingue à tous les niveaux, donc y compris au niveau financier. La précarité, quelque chose à vraiment réfléchir, donc c'est pour ça, attention, vraiment, cette garde alternée qui est un pervers narcissique, j'en vois beaucoup. Je lis un petit peu ce que vous racontez parfois dans les messages et je vois beaucoup de mise en place de ces gardes alternées. Avec un ex-pervers narcissique, je trouve vraiment que c'est le truc le plus dangereux qu'on puisse faire, le plus compliqué à vivre en tout cas. Voilà. Je sais que ça va pas être facile. Je vois des commentaires, mais je vais répondre à la fin parce que ça arrive très, très vite sur mon écran. Quand j'ai divorcé, j'étais dans une précarité, tu n'imagines même pas à quel point. Tu vois, c'est pour ça que j'ai repris des longues études et des petits boulots en même temps, jusqu'à 3 boulots en même temps avec 5 enfants à la maison, t'imagines, pour prévoir, de sortir la tête de l'eau à long terme. Ça m'a pris 6 ans, je peux te dire que je suis fière de m'être battue et d'avoir réussi à passer la barre aussi haut. Mais tout ce qui concerne les ex-peines et manipulateurs, je ne recommande absolument pas les gardes alternés parce que c'est un vrai combat au quotidien. Donc réfléchis-y à 2 fois. Et la communication régulière et à peu près saine, elle est réellement indispensable avant de s'engager dans une garde alternée. Tu vois. Donc je pense, en tout cas pour un pervers narcissique, et tu fais comme tu veux, je ne te donne là qu'un avis, mais qu'une garde classique est en fin de compte beaucoup plus appropriée pour ce cas précis. D'accord. Après, il y a ce qu'on appelle une garde élargie qui peut couper la poire en deux, c'est-à-dire que l'ex, il prend les enfants, par exemple, un week-end sur 2 et les 3 quarts des vacances scolaires. Tout est à négocier. En fait, une garde élargie, c'est tout ce qui est entre la garde alternée et la garde classique. Donc, il y a beaucoup de possibilités auxquelles tu peux réfléchir, tu vois. C'est encore beaucoup à mon sens, mais au moins, s'il y a une communication qui est assez fluide, présente, pourquoi pas. Mais pour un pervers narcissique, je me rabâche, je le répète, à mon sens, une garde classique est vraiment préférable. Parce que le manipulateur, il va utiliser son enfant comme une arme, tout le temps. Et donc, voilà. Et là, je voulais aussi te parler de... J'ai plein de trucs dans ma tête parce que ce sujet me touche. Comment communiquer avec son ex toxique, tu vois. Alors, la communication, ça va être le truc, ça va être un point central. C'est compliqué parce que tu vas sentir... son énergie derrière sa façon de communiquer parce que elle reflète sa façon de voir le monde. Et donc, le concernant, ça ne va pas être folichon. Mais lui aussi va ressentir ton énergie. Il va voir si tu es en colère, si tu es agacé. Donc, si tu peux essayer de privilégier la communication par mail plutôt qu'au téléphone pour garder des traces de vos échanges. Réponds pas à la minute quand il n'y a pas d'urgence. Hein. Tu n'es absolument pas obligé de répondre tout de suite quand il t'envoie un message. Même s'il t'envoie « réponds » ou plein de points d'interrogation là. Non, toi, tu ne rentres pas dans le jeu. Toi, tu te réaffirmes aussi comme ça. Parce que sache que ta non-réponse immédiate, eh bien, en fait, c'est aussi une réponse. C'est aussi une façon de communiquer. Parce que toi, tu n'es plus à son service. Donc, tu ne réponds pas à la minute, sauf s'il y a urgence. OK? Tu regardes quand tu reçois un message, est-ce que ça vaut le coup de répondre? Parce que parfois, il va t'envoyer des conneries pour tester. Donc, regarde si ça mérite une réponse. S'il t'envoie t'es vraiment nul, Agathe, tu ne sers à rien. Bon, je sais que ça va te faire bouillir, hein, on est bien d'accord, mais je te conseille de laisser passer la tempête avant de te décider de répondre ou pas, une journée ou 2 même, parce que tous les messages qu'il va t'envoyer ne mériteront pas une réponse. Lui, il a besoin de se nourrir d'événements toxiques. Toi, non. Du coup, en lui répondant pas, bah, tu le nourris plus. Et ça peut être une bonne chose à faire. Lui, il va bouder, hein. Du coup, comme il va bouder, il va
Il va augmenter l'intensité de ses messages et de ses mots pour te faire flanchir. Tu vois, mais le truc à comprendre, c'est que tu vas être parfois obligé de passer en non-communication parce que tu répondes ou pas, il veut te toucher en plein cœur avec des mots lacérés comme des couteaux. Je pense que tu connais ça. Avant, c'est cet impérateur narcissique qui utilisait sans doute le silence comme arme pour te faire mal. Eh bien, rends-lui son arme. Tu vois, réponds plus à tout. Le silence était une de ses techniques pour te manipuler. Ben là, ça se retourne un peu contre lui. Quand il t'attaque, c'est qu'il n'a pas sa nourriture. Donc, tu lui donnes plus à manger. Okay, tu n'es plus soumise à ses désirs et à ses besoins. Tu lui laisses ton caca émotionnel. J'essaie quand même de regarder vos commentaires. Oui, il faut bosser. Anaïs, tu l'as bien dit. Tu continues à avoir les effets PN. Oui, Lydie. Et quand tu n'es pas d'accord avec lui, il brille. Bah, exactement, tu as tout compris. Tu vois. Dommage que mes comme ils s'affichent, sont tout petits sur l'écran, sinon il faut que je tourne ma tête. Bon, c'est pas grave, je parle toute seule. Alors, je te donne un exemple. Voilà, c'est son week-end avec les gosses, il doit les récupérer à 18h. Ok, tu vas recevoir un petit message qui te dit « Désolé, je ne peux pas venir les récupérer, viens, toi. » Mais toi, tu as prévu des choses. Du coup, tu pestes, tu es fâché, tu vas les emmener chez leur père. Ça peut arriver une fois ou deux dans l'année, c'est OK, un empêchement, ça arrive. On n'est pas super rigide non plus, il faut arrêter. Ça peut arriver une fois, 2 fois. Maintenant, si ça fait un paquet de fois que ça arrive, tu n'y vas plus. Là, il veut prendre le contrôle sur toi. Donc, garde le cap. Toi, il faut que tu sois prête à ne pas y aller. Et bien entendu que c'est une galère. Je sais. C'est une galère de devoir aller au commissariat, par exemple, chaque fois qu'il ne vient pas pour signaler qu'il n'est pas venu. Je sais, ce n'est pas idéal, loin de là. Mais en fait, faire ça, ça va laisser une trace. Et surtout, ça va lui casser la tête à terme. À terme, ça peut même faire suspendre son mode de garde, tu vois. Donc, il y a quand même ça qui lui pend au nez, c'est pas rien. Et au moins, il voit qu'il ne peut plus te mener en bateau. Tu ne te laisses plus faire. Pareil pour la pension quand il la paye en retard. Tu attends une semaine, tu lui envoies un mail. Bonjour Pierre, je n'ai pas reçu la pension attendue le 1er et nous sommes le 8. Point. Et puis tu envoies le... Comment? Tu mets l'avocat en copie. Voilà. Bonjour maître, Pierre Dupont n'a pas payé la pension à ce jour. 8 jours de retard, veuillez ajouter cela au dossier bien cordialement. C'est tout. Hop, petit coup de pression. Parce que toi, ce n'est pas ton problème qu'il envoie en retard parce qu'il s'est acheté une nouvelle télé ou parce qu'il est parti en vacances avec sa nouvelle copine, compagne ou peu importe. Donc, ne cherche pas à lui envoyer 50 textos pour lui dire que toi, ça te met en difficulté, mais toi, tu galères. Non, non seulement ils sont fous, mais au fond, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, toi, il essaye d'agir différemment. On switch le truc là, tu vois, on change. Avec un PN aussi, limite les conversations au max. Hein. Je sais, je répète, mais là, c'est vraiment important. Ce n'est pas ton copain, c'est le coparent. En tout cas, le parent parallèle. Je ne sais même pas si on peut l'appeler coparent, mais en tout cas, un parent parallèle, tu vois. Et ça fait violent, dit comme ça, de dire ça, mais on parle de relations toxiques, là, hein, pas de relations saines, donc c'est important de comprendre. Inutile de chercher le pourquoi du comment il réagit comme ça sur Internet, et pourquoi il a des comportements toxiques, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Tu n'es pas responsable de son comportement, toi, tu es responsable juste du tien, et c'est déjà pas mal. Donc, toi, focus sur le fait d'apprendre à contrôler tes réponses, parce que c'est là-dessus que tu peux contrôler, tu vois. Là, tu ne le laisses plus avoir l'ascendant là-dessus. Tu peux reprendre le contrôle. Par contre, tu ne peux pas contrôler ce qu'il fait chez lui. Et ça, c'est pénible. Je sais. Mais ne le laisse pas contrôler ce qu'il fait chez toi. C'est vraiment important. Vous aurez un mode d'éducation différent, d'accord? Autant l'accepter de suite. Vos enfants, ils ne vivront pas de la même façon chez toi et chez lui. Vous êtes différents et vous n'êtes plus ensemble à présent. L'enfant, il va apprendre à jongler. Alors, peut-être que chez toi, le petit de 7 ans, il va se coucher à 20h parce qu'il y a école le lendemain. Et parce que tu sais, toi, tu es la maman qui a besoin de se coucher tôt. Et tu sais que chez le papa, il va se coucher à 22h30. Tu vois. Et tu ne pourras pas le forcer à faire comme toi en lui demandant « S'il te plaît, peux-tu coucher le petit à 20h ?» Non, il le fera juste pour t'embêter. Tu peux éventuellement envoyer un petit mail, puis en envoyer un à ton avocat, toujours en le mettant en copie. Hein. Maître, mon enfant est en garde alternée. Il se couche à 22h30, dort avec son téléphone portable et il arrive épuisé à l'école. En tout cas, c'est ce que la maîtresse me dit. Si c'est le cas, évidemment, on ne demande pas. Hein. Mais tu vois, veuillez rajouter cela au dossier. Tu vois, très pragmatique comme ça. Il va être au bout du rouleau parce que là, il n'a plus d'action, en fait. C'est toi, tu reprends le dessus. Et voilà, stop. Tu vois, quand il y a quelque chose, tu peux essayer de lui en parler une fois, mais pas plus. Ça va faire gonfler son ego. Il va avoir l'illusion de reprendre le dessus. Sinon, donc non. Si c'est un PN,
Pervers narcissique, ce qui veut savoir l'ascendant sur toi. Ces enfants, c'est un pion dans son jeu, ou des pions s'il y en a plusieurs. Tu vois, il est l'opposé d'un parent structurant. Ces enfants sont juste sa propriété. Et il pense qu'il a tous les droits sur eux. Donc, il va être en conflit perpétuel avec toi. Donc, tu vas devoir t'armer de patience. Une discussion avec lui, ça n'amène quasiment jamais à une communication constructive par la suite. Donc, on a bien compris qu'on ne pouvait pas assainir ce genre de relation, ce genre de communication, mais ce qu'on veut, nous, c'est limiter les dégâts. Pour toi, par exemple, ça serait de bosser sur toi, travailler, par exemple, tes émotions pour les garder sous contrôle et éviter de péter des plombs, parce que c'est tentant, je sais. Tu vois. Et voilà, donc déjà, gros boulot. Et je voulais te parler aussi d'un autre truc. Lydie, il a toujours une petite phrase assassine pour à te balancer. Pour lui aussi, tout est un pion pour te pourrir la vie. Ouais. Je sais, il y a aussi quelque chose qui se passe quand on a des enfants avec un pervers narcissique. Ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale. On n'en parle pas beaucoup, si je voulais t'en toucher un mot ce matin. J'ai cassé mon vernis à ongles. Tu vois mon cerveau? Bref. Un manipulateur, il peut aliéner ton enfant. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale. Donc, on ne parle pas trop. C'est un phénomène dans lequel un des parents se livre à des comportements aliénants qui vont influencer l'esprit de l'enfant pour favoriser chez lui un rejet injustifié et la désaffection de l'autre parent. Tu vas avoir l'impression que lui, il parle au travers de ton enfant. C'est comme s'il était un petit soldat, comme s'il n'était plus lui-même. Donc, ne lui en veux pas. Tu sais, c'est compliqué pour lui. Il participe à ça bien malgré lui, j'ai envie de dire. Donc, attention, je ne te parle pas de crise d'adolescence, parce que à cet âge-là, ça pourrait y ressembler, non? Okay, c'est pas ça. Là, on se focalise sur ce que dit ou fait l'autre parent pour trancher la question. Donc, je ne parle pas non plus d'une façon d'agir différente avec chacun de ces deux parents, non, parce qu'il n'est pas bipolaire, il s'adapte au max au mode de vie des deux parents, ce qui explique que parfois, tu as l'impression qu'il y a un grand écart, tu vois. Il essaye de garder l'amour des deux parents comme ça. Là, je te parle de la situation où tu vois bien que l'enfant, il boit uniquement les paroles de l'autre parent et il rejette tout ce qui vient de toi. D'accord? Ça peut arriver. Donc, il peut se mettre à te dénigrer sans état d'âme. Ça, c'est devenu le soutien number one de l'autre parent, quoi qu'il fasse. Donc, il faut que tu comprennes, si ça te concerne, que l'ex toxique a rabâché un paquet de trucs à ton enfant. Il lui a répété que tu faisais semblant de l'aimer, mais que c'était faux, par exemple. Il a pu lui dire que si tu l'aimais vraiment, s'il aimait vraiment son père, il ne t'aimerait pas toi. En fait, il va essayer de faire comme un conflit de loyauté chez le gamin, chez l'enfant. Tu vois, il va rabâcher des trucs comme ça. Il va lui acheter des cadeaux pour le récompenser quand l'enfant va dans son sens. Tu vois, c'est des trucs subtils, mais rabâchés tous les jours comme ça, hop, hop, hop. Il a pu peut-être effacer des petits messages gentils que tu lui renvoyais. Tu vois, ça arrive. Donc, que ton enfant n'a même pas lu. Donc, comprends que l'enfant, lui aussi, se fait totalement manipuler. Et ça, c'est une réelle violence psychologique. Tu vois. Et l'enfant, qu'il le dise ou pas, qu'il en soit conscient ou pas, il porte une immense culpabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on ne fait surtout pas la même chose que l'autre parent. Parce qu'il y a de quoi devenir fou si tu fais ça. Alors, je sais que tu es très en colère, si ça te concerne, que tu es désemparé, mais surtout pas. Il est très probable que ton ex utilise tes faiblesses pour son aliénation parentale, parce qu'il connaît tes failles. Et ça a l'air fou, mais du coup, le travail sur toi, la connaissance de soi, c'est une super arme qui t'aide à savoir comment il peut attaquer tes faiblesses. Parce qu'en les reconnaissant et en les travaillant, tu seras en mesure d'éviter que cela ne t'affecte trop. Donc, fais-toi accompagner là-dessus. Et puis, si ton enfant souffre, tu vois que ça prend des proportions un petit peu folles, n'hésite pas à l'emmener voir un psychologue. Il n'y a aucune honte à ça. Il y a même des séances qui sont prises en charge par le CMP. Donc, si tu as un petit budget, tu y vas. Parce que ton enfant, au fond, il culpabilise. Il est frustré de cette situation. Il n'est pas bien. Il est en colère. Il est triste. Il a une faible estime de lui-même. Et surtout, il se sent le mot que je cherche, en insécurité. Tu vois, et à juste titre, tu comprends très bien pourquoi, avec tout ce qu'on expliquait. L'aliénation parentale, elle commence, et j'ai bien dit commence, à être reconnue par les tribunaux désormais. Le contact avec ton enfant, c'est sans doute la chose la plus difficile parce que on parle du syndrome d'aliénation parentale encore, tu vas devoir faire
avoir besoin de beaucoup de force et beaucoup de courage, une grande force de caractère. Hein. Voilà pourquoi je t'ai parlé aussi de l'importance de travailler sur soi aussi à 5 minutes. Parce que garde en tête à chaque instant que l'enfant lui-même, il est victime du parent aliénant. Et donc, essaye de faire preuve de recul, d'empathie, de persévérance. Et je sais que c'est pas facile, tu vois. Quoi qu'il en soit, si ça te concerne, je te conseille de déposer plainte. La justice, elle est assez mal équipée en termes de réponse juridique, mais c'est toujours un petit pas qui sera notifié. Donc, prends un avocat, tu auras l'aide juridictionnelle si tu as un petit budget, qui saisira lui-même le juge des affaires familiales ou le juge des enfants. Tu peux même faire une demande d'AEMO, assistance éducative en milieu ouvert, et là, il y aura un travail d'équipe entre la famille et les éducateurs dans l'intérêt de l'enfant. Et généralement, c'est des mesures qui durent moins de 6 mois. Bon, c'est jusqu'à 2 ans, mais c'est renouvelable ou pas, donc tu n'en as pas forcément pour très longtemps. Il y a une éducatrice spécialisée qui pourrait aller chez lui, par exemple, 3 fois par semaine pour s'assurer que les conditions de vie des enfants ne représentent pas en danger pour eux. Et je sais que pour toi, c'est chiant, mais au moins, elle voit comment ça se passe chez le papa. Et oui, ton ex est un expert en manipulation, donc il y a un risque qui arrive avec elle, mais quand même, petit. Voilà, en tout cas, ça peut être une piste à réfléchir, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Parce que toi, si tu éduques tes enfants avec stabilité et amour, tu n'as absolument rien à craindre. Moi, je vois beaucoup de mauvais retours sur les services sociaux, ils ne sont pas parfaits du tout, mais je tiens à rappeler que leur but ultime, c'est la protection de l'enfant, parce que j'ai longtemps travaillé dans ce domaine, dans le social, donc j'ai vraiment rencontré des personnes qui faisaient réellement de leur mieux dans ce genre de suivi pour enfants. L'aliénation parentale, ça repose sur une triangulation entre le parent aliénant, l'enfant aliéné et le parent aliéné. Donc, il faut casser cette triangulation chaque fois que possible. Et te faire aider d'un avocat, ça te permet de détrianguler le parent aliéné. Surtout, tu sais que des fois, quand il y en a un qui veut te la faire à l'envers, tu te retrouves en termes d'accusé alors que toi, tu n'as rien fait, tu es au bout du rouleau. Un avocat, ça peut vraiment t'aider. Pense-y, vous n'êtes pas assez nombreuses à mon sens, en prendre un, parce qu'on discute pas mal en MP, ça devrait être une évidence. Un bon avocat spécialisé dans ce domaine, ça peut vraiment t'aider. Vraiment. Tu as compris que j'insistais sur le sujet. Et je t'invite aussi à prendre soin de toi, parce que la coparentalité, elle est épuisante. Et pour bien prendre soin de tes enfants, tu dois d'abord prendre soin de toi. Tu es la gardienne de l'intégrité de ton enfant. Et travailler sur toi, ça va te permettre d'éviter de reproduire des schémas, par exemple. Pense à fixer des limites claires, parce que les PN se nourrissent de confusion et d'instabilité. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils nourrissent l'emprise. Hein. Donc, on va essayer de ne pas lui donner à manger, ce que je te disais tout à l'heure, et de cadrer ce qui peut l'être. Essaye de communiquer au max par écrit pour garder les traces des échanges, donc des mails, des SMS. Et de ton côté, par contre, il faut que tu sois irréprochable. Hein. Respecte scrupuleusement les jours et les heures de garde qui doivent être précis. Si tu as divorcé, donc tu dois avoir une ordonnance du juge, théoriquement. Mais si lui ne les respecte pas, tu notes tout, tu informes ton avocat. Tu ne te laisses pas endormir, tu restes debout. Reste pas seul. Hein, essaye d'avoir un système de soutien autour de toi, des amis, de la famille. Ce n'est pas le moment de t'isoler là. Et si tu es en dépression, un bon psychologue peut être un allié redoutable. Hein, je rappelle encore une fois que le coaching n'est d'aucune utilité quand on est en pleine dépression. Il arrive que des personnes s'inscrivent dans mon programme de coaching 3 mois, je le vois très vite, et je suis obligée de tout stopper car je perdrais mon temps en fait autant qu'elle. Le coaching, c'est quand tu veux te reconstruire et que tu ne sais pas par quoi commencer, mais que tu es super motivé. Si tu pleures tous les jours au fond de ton lit, c'est une psychothérapie dont tu as besoin. Je suis très honnête avec toi. Et je sais qu'une sortie de relation toxique, c'est très difficile, mais quand il y a des enfants au milieu, ça l'est encore plus. Là, c'est le moment de renouer un peu avec les personnes avec qui tu as peut-être coupé les ponts, que ce soit amical ou familial. Et tu sais, quand on se sépare, on voudrait que nos enfants ne vivent pas d'émotions désagréables. On voudrait les protéger, mais en fait, il n'y a pas de danger à vivre des émotions. De toute façon, les enfants, ils ressentent quand il y a des choses qui ne vont pas. Donc, inutile de cacher ta tristesse. Tu sais, ils ont des antennes. Tu peux leur expliquer que c'est une période un peu difficile pour toi, mais que ça va bien se passer. Toutes les émotions qu'ils vivent en ce moment, elles sont à accueillir parce qu'elles sont acceptables. C'est la seule manière dont ils peuvent exprimer ça. Donc, voilà. Il faut que tu comprennes que derrière les émotions, ils ont des besoins aussi. Donc, essaye de voir quels besoins se cachent derrière les émotions qu'ils expriment. Ils ont peut-être besoin d'être rassurés, par exemple, pour se sentir en sécurité dans cette nouvelle façon de vivre qui arrive. En tout cas, encourage ton enfant à s'exprimer. Ça, voilà. Laisse-le sortir sa tristesse. De toute façon, il développe sa capacité de résilience. Okay, c'est pas être faible que de pleurer. Ça marche aussi pour toi. C'est un des plus grands facteurs de résilience. C'est la capacité à accéder à tes émotions, puis à les vivre pour t'en libérer ensuite, et puis réussir à t'adapter aux situations que tu traverses. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est à toi de prioriser ta reconstruction, parce que tes enfants ne doivent pas se sentir responsables de cet état émotionnel
que tu as. Ils ne sont pas ton thérapeute. Ce n'est pas à eux de réguler les émotions. C'est à toi. C'est un malade, il a des troubles, je lis juste les petits poèmes. Oui. N'hésitez pas à... J'ai donné beaucoup d'infos sympathiques là. Je t'ai bien lancé là. N'hésitez pas à relire cette vidéo. Elle dure un peu plus d'une demi-heure. J'espère vous avoir aidé un peu. C'est l'âge de se servir des enfants. En plus, ça peut le détruire. Il est en pleine construction. Ils s'en fichent complètement. Ils sont dénués d'empathie. Ouais. Si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Ils sont vides. Ouais. J'espère que ça vous a aidé un peu. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à plus tard. Force à vous.